Sadhguru ki pyare guruvara ki Arati karu guruvara ki Arati karu Sadhguru ki karu Sadhguru ki pyare guruvara ki Arati karu guruvara ki Bonjour à vous, je suis Nicolas André, ici à Praia, à Rio de Janeiro, dans le parc naturel, la réserve naturelle de Grumari. Vous pouvez voir là, il y a un centre, il y a une exposition qui est en train de se monter. C'est une amie d'ailleurs qui fait une exposition de peinture sur la voie des ancêtres. C'est rigolo parce qu'on ne s'est pas appelé et on s'est retrouvé pour... voilà, elle fait de son côté, elle prépare son expo. Et puis moi je vais vous faire une exposition aussi sur les éléments de la gnose et sur des remèdes traditionnels dont je vous en ai parlé là sur la chaîne, dans l'aperçu sur la chaîne Synarchique. Donc ça fait plusieurs mois, voire même presque 2 ans maintenant, que Pascal vous parle de la gnose, des éléments de la gnose qui ont constitué toutes les traditions. C'est une gnose originelle, non dualiste, une gnose qui apporte une connaissance des compréhensions des lois de la nature, des forces de la nature, qui sont divisées en plusieurs stades. Donc nous avons les 5 éléments, qui sont le premier stade des compréhensions des forces naturelles, que vous trouvez ici au niveau des représentations bouddhistes, qu'on voit plus dans le nomadisme. Et puis ici, une compréhension des forces de la nature au niveau chinoise des 5 éléments qui composent notre réalité, notre monde physique, et qu'on retrouve plus dans une société sédentaire. Donc ces 3 remèdes qui sont utilisés généralement couramment dans la médecine ayurvédique, et qu'on retrouve aussi dans différentes cultures. En médecine chinoise, dans la tradition de la médecine chinoise, on la retrouve aussi. C'est Amaroli, donc l'urinothérapie. Je vais venir vous en parler. Donc c'est utiliser son urine, qui est appelé aussi élixir de vie ou or liquide, qu'on appelle Shimbandvu dans la tradition tibétaine, et Amaroli dans la tradition ayurvédique indienne. En deuxième point, je vous parlerai de l'huile de sésame. Alors l'huile de sésame, c'est pareil, c'est un or liquide qu'on retrouve dans un élément un peu plus physique, dense que l'urine. Et là, c'est un élément extérieur qui peut être utilisé sur différentes façons, qui peut être ingéré lors de l'alimentation et aussi utilisé sur la peau et dans des lavements internes. Et en troisième partie, je vous parlerai du Surya Yoga, de différentes pratiques du Surya Yoga qui sont un élément plus subtil, qui travaille sur les présences spirituelles, les devas, pour utiliser le terme indien. Deva, ça veut dire quoi ? C'est divinité en Inde. Et en pratiquant une forme de yoga qui nous aide au travers de ces forces subtiles qui vont au-delà de la nature, des forces de la voix des dieux, pour s'éveiller dans une meilleure clarté de nous-mêmes, et puis un élément de passage qui nous permet de faire un pas sage. Voilà, à tout de suite. Donc la réalité telle que nous la voyons dans la vie de tous les jours, elle est composée de 5 éléments avec au-dessus qui nous mettent dans la confusion quand on ne connaît pas comment gérer ces éléments. Notre réalité matérielle est composée d'un champ de mémoire. Et ce champ de mémoire, c'est ce qu'on va explorer dans la voie des ancêtres, les mémoires ancestrales, aussi les mémoires qui a un effet on dit dans l'interdépendance, c'est une loi qu'on voit dans la gnose traditionnelle,
que nous sommes tous liés les uns aux autres hein, par des forces invisibles, où ces 5 éléments vont s'organiser, et que quand c'est désorganisé, on se retrouve plus un peu bloqué dans ce champ de mémoire, comme si on vivait dans notre réalité des boucles. Hein, je ne sais pas si vous avez vu ce film Le jour sans fin, hein, Le jour sans fin, où il y a l'acteur Bill Murray qui vit dans le film Le jour de la marmotte en continu. C'est un journaliste, tant qu'il n'a pas pris conscience qu'il devait faire un travail sur lui-même pour se mettre dans une voie plus vertueuse, qui vit là, un jour sans fin. Il est bloqué dans un champ de mémoire. Et donc c'est une symbolique, hein, c'est une allégorie, hein, ce film. C'est à vous de voir quel symbole ça représente. Mais on peut le voir que tant qu'on n'a pas pris conscience de ces 5 éléments qui composent notre réalité dans la vie de tous les jours, nous sommes pris dans une confusion, dans une boucle de mémoire. Et pour passer au-delà de cette boucle, une fois qu'on intègre bien la compréhension des 5 éléments dans notre vie, hein, qui est quand c'est la confusion au niveau de l'élémentaire, on est bloqué dans une forme de... c'est les sentiments non maîtrisés. Hein. Donc les sentiments non maîtrisés, on est pris dans notre ego. Ici, c'est la partie de l'ego. Hein. Et ces sentiments non maîtrisés, on se retrouve bloqué dans nos émotions. Donc une fois qu'on maîtrise ces sentiments, hein, nous sommes plus équanimes, hein, où les émotions deviennent plus stables, quoi qu'il arrive. Nous ne sommes pas froids, mais elles nous traversent. Nous les intégrons, les événements, hein, quand on vit des événements, et on reste équanime. Donc là, c'est plus une voie d'intégration de sa nature Bouddha. Donc cette nature Bouddha, hein, et c'est l'opposé de l'ego. L'ego, c'est ce qui nous rend confus, ce qui nous crée la maladie, qui prend pouvoir dans notre vie. Hein, et quand on l'organise, on se dirige un peu plus vers cette nature Bouddha. L'élément eau qui suit, l'eau, c'est par rapport au monde de la forme. Donc soit nous sommes dans une forme de non-clarté, hein, ça peut être trouble. Donc par cet élément eau, on ne comprend pas les choses, là, on confond les formes. Genre on voit une corde par terre, au premier abord on croit que c'est un serpent, on rejette cet élément. Hein. Alors que quand on a les yeux bien ouverts, à l'affût, hein, la conscience bien affûtée, on a la clarté. Donc dans cette nature Bouddha, on trouve plus de clarté, et dans l'ego, on est pris par de la confusion, hein, confondant les formes. L'élément feu, notre mental, hein, il est très basé sur l'élément feu. Hein, analyser les choses, comprendre les choses comme ça dans la vie de tous les jours, on est pris par une forme de perception. Ça, c'est l'ego, il nous fait percevoir des choses, mais c'est pas forcément la réalité dans son ensemble. Au lieu d'ouvrir son cœur, et là, avec la chaleur du cœur, hein, le feu du cœur, être dans la compassion. Donc compatir, c'est aussi on trouve ce mot compartilhar, hein, en portugais, c'est-à-dire partager. Donc compassion, c'est partager sa souffrance avec l'autre. Hein, dans le mot souffrance, on peut entendre aussi le souffranceux, le souffre en soi. Hein. C'est le feu, l'agitation, hein, du feu, non maîtrisé avec les sentiments, qui nous font percevoir des choses au lieu d'ouvrir son cœur, être dans la compassion et d'intégrer, hein, les autres éléments et les informations qui nous arrivent dans notre vie. Après, nous avons l'élément air. Alors l'élément air, hein, on commence à être un peu plus subtil. Alors soit dans l'élément air, on veut contrôler les choses, hein, on les contrôle au lieu de, dans notre ego, hein, au lieu de faire confiance. Hein. Donc soit nous avons peur et nous voulons tout contrôler, au lieu de respirer, respirer la confiance, quoi. Donc une fois qu'on maîtrise cet élément air avec les autres éléments, les 4 éléments de base, on peut plus s'ouvrir à l'élément espace. Et l'élément espace, qui est aussi appelé les brillances, c'est lié aux brillances de quoi ? Du ciel.
Le cosmos qui tourne en spirale, qui donne le mot spiritualité, qui peut mieux s'intégrer avec les 4 autres éléments. Donc soit nous sommes dans une conscience coordonnante, c'est-à-dire qu'on veut tout organiser, tout maîtriser. Ça c'est le problème de l'ego, c'est le plus subtil de l'ego, c'est l'ego spirituel, il veut tout analyser, contrôler. Ou alors nous sommes dans au-delà de la confiance, nous sommes dans une conscience omniprésente. La conscience omniprésente, c'est quand on intègre bien ces autres éléments et nous faisons confiance à la spiritualité, au cosmos, à la voix des dieux, qui nous donne des informations du ciel à intégrer, qui peut être comprise par forme de symbole, pour équilibrer ces éléments et vivre heureux sur Terre. Donc, une fois que nous avons bien équilibré nos éléments et que nous prenons conscience de ce champ mémoriel en faisant des soins, en accompagnement ou quand on a des enseignements qui nous permettent de nous tirer de cette boucle temporelle, où on vit des mémoires comme ça dans notre vie, on traverse cet élément-là de confusion pour entrer en connexion avec l'élément des planètes, les astres, donc avec une voie, avec l'élément le soleil et puis la lune, qui sont les 2 éléments, les 2 astres primaires, les 2 luminaires primaires, et puis nous avons les 5 planètes qui tournent comme ça dans le système solaire. Alors, sur différents axes, ça donne des formes de boucles, et chaque planète qui vont tourner sur sa bande personnelle de gravité au centre, avec le soleil au centre, va donner une forme de dessin géométrique. Et ces dessins géométriques influencent des fréquences, des informations qui descendent comme ça vers nous, sur Terre, dans notre vie en tout cas terrienne, basique, qui vont influencer sur les 5 éléments. Donc ça c'est la deuxième partie à comprendre dans cette voie des dieux, c'est de comprendre ces influences stellaires, déjà au premier niveau, qui sont les éléments qui sont en interaction avec les astres, les 2 luminaires plus les 5 astres principaux. Et puis une fois qu'on intègre bien avec l'astrologie ces notions qui ont un effet sur notre ego, on peut mieux les organiser pour atteindre plus cette nature Bouddha, la faire rayonner plus à chaque instant dans notre vie, ce qui est très difficile, ce que je n'arrive pas à faire tous les jours. et c'est pas toute la journée quand j'y arrive, c'est de plus en plus chaque jour en m'y entraînant. Et que je vous invite à prendre conscience et à vous inscrire au cours pour qu'on vous enseigne de comment en prendre conscience et mettre en place ces actions. Donc une fois que nous prenons conscience de ces 5 éléments, avec ces astres, ces luminaires qui tournent dans le ciel et comment s'y connecter, nous avons aussi 9 étoiles polaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui tournent comme ça dans le ciel. C'est organisé sur un cycle stellaire de 26 000 ans. Pour être plus précis, je vous invite à vous renseigner dans les notions astronomiques. C'est environ 26 000 ans, où nous faisons une révolution, une précession des équinoxes au niveau des 12 constellations qui tournent avec la spirale du cosmos dans la galaxie. C'est le plus haut niveau, au niveau astral. On travaille d'ailleurs en astrologie plus sidérale. Là, on va travailler avec les éléments plus en astrologie tropicale. Et ces 9 polarités, 9 influences polaires, vont avoir un effet sur notre ego qui est divisé aussi en 9 parties qu'on appelle les égotypes. Voilà, donc ces égotypes, nous allons travailler dessus avec des notions ici en stage que Gurdjieff pratiquait, comme une forme de théâtre, de mettre en action nos formes d'ego, nos différentes facettes, parce que cet ego, il est composé en 9 facettes. Ça, je pourrais vous en parler mieux. Je pourrais mieux vous en parler avec la notion de la numérologie. En numérologie, comme
L'énéagramme, ce sont 2 outils où on peut voir ces 9 facettes et comment voir à quel niveau nous en sommes dans ces 9 facettes, en polarité de plus ou moins en se connaissant ou pas. Comment on le vit aussi par rapport à nos éléments qui constituent notre âme, notre psychisme, et comment mieux l'équilibrer dans notre vie grâce aux connaissances de la gnose et à la mise en pratique par l'accompagnement qu'on peut proposer ici au temple. Ici, nous avons le système plus qui est lié au sédentaire. Quand on parle de sédentarisme et de nomadisme, il était important de prendre conscience d'une notion naturelle d'organisation des civilisations, que quand nous fonctionnons dans une vie sédentaire au niveau des lois des forces de la nature, ici sur la chaîne du temple nous parlons de synarchie, que cette synarchie va être organisée en 4 parties. Là avec cette civilisation qui s'organise d'une façon en miroir avec l'organisation du ciel. Au centre, nous avons un chaman, un empereur chaman, qui lui va être nomade et va bouger et organiser les 4 castes. Alors qu'une caste du sacerdoce, le sacerdoce qui s'occupe de l'organisation religieuse, une caste de la noblesse, qui va s'occuper de l'organisation du système, que ce soit l'administration et aussi les guerriers au service de la monarchie, une caste des artisans producteurs, qui vont s'organiser de structurer des éléments pour le bien-être de la société, produire, et puis une caste de servants qui sont un peu plus esclaves d'eux-mêmes, ne se connaissant pas assez dans leurs éléments, ne maîtrisant pas leur ego dans ces 5 éléments, et qui sont dans la confusion et le chaos. Donc ils sont au service des autres castes, tant qu'ils ne se connaissent pas assez, et toutes les personnes qui vivent dans les castes, dans une société équilibrée synarchique, elles ont la possibilité de s'élever en faisant un effort personnel pour s'élever. Donc ça c'est la vision plus sédentaire. Donc cette vision sédentaire, en face nous avons la vision nomade. Donc la vision nomade, nous avons trois, 12 tribus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, nous avons 12 tribus autour d'un chaman. Sauf que lui, le chaman, va être plus sédentaire fixe. Et les tribus, elles vont bouger, elles seront nomades. Comme on voit dans la Bible, les 12 tribus d'Israël, avec des prophètes, des chamans qui ont ce côté prophète, qui peuvent comprendre les structures de la réalité, de ce champ mémoriel, qui maîtrisent la gnose, qui sont en connexion avec le divin, et qui peuvent informer les éléments, les tribus mouvantes, et elles se déplacent, elles, avec les saisons. Et c'est ce qu'on va voir, que nous avons des énergies, des éléments, des forces formes qui tournent en nous, dans notre physique, dans notre corps physique, et qui tournent aussi dans les forces de la nature, qui tournent à l'extérieur. C'est ce qu'on voit en médecine chinoise, que en étant sédentaire, ces éléments vont plus tourner à l'intérieur de nous et on va l'organiser. Donc une société sédentaire travaillera pour organiser la société avec des empereurs chamans qui ont une grande conscience et qui bougent, ils sont en connexion avec le ciel, ils sont en connexion avec les informations du supérieur, c'est une voix de prophète, qui vont informer la société pour qu'elle s'aligne au niveau spirituel et que cette énergie s'organise dans le système au niveau des humains, c'est-à-dire le microcosme, et au niveau de l'extérieur dans la société, au niveau du macrocosme. Le système de la médecine chinoise fonctionne sur 5 éléments. Ces 5 éléments peuvent avoir des cycles d'engendrement
et de contrôle. L'élément feu, qui est lié à un organe, va engendrer la terre. Quand elle brûle quelque chose, ça se transforme en cendre, ça crée la terre. La terre, elle va se transformer en élément dur qui va donner minerai métal. Et le métal, lui, il va condenser par sa fraîcheur, sa dureté, l'eau. Donc l'eau elle-même, elle va donner dans la terre une certaine richesse qui va permettre que le bois se construise. Et le bois, lui, va alimenter le feu. Là, nous avons un cycle vertueux des 5 éléments dans la représentation de la médecine chinoise, que nous pouvons voir aussi qu'il y a une forme de contrôle des éléments les uns sur les autres. Le feu contrôle le métal. Le métal, le feu, ça fait fondre le métal, ça le contrôle. Le métal, lui, on peut l'affûter, il va couper le bois, il contrôle le bois. Le bois, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contenir la terre, il la contrôle, s'il la maîtrise. Et la terre elle-même, elle va canaliser les fluides, elle va maîtriser l'eau. Et l'eau elle-même, elle va avoir un potentiel sur le feu, elle va calmer le feu, elle va le maîtriser. Donc cette science, c'est une science de la gnose qui est adaptée en médecine chinoise, mais aussi en médecine ayurvédique. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter ces 5 éléments, qu'ils soient en médecine chinoise ou dans la gnose qu'on voit ici dans le bouddhisme. Ils se retrouvent dans les éléments qu'un médecin traditionnel en Ayurveda va utiliser, ou tel aussi qu'en médecine chinoise, pour aider quelqu'un qui vit à un excès dans son corps, et que ces 3 remèdes principaux vont avoir un effet régulateur sur ces éléments, qu'on soit sédentaire ou qu'on soit nomade. Qu'est-ce que c'est Amaroli? Amaroli, vous connaissez aussi peut-être sous le terme de urinothérapie. C'est une pratique de boire son urine. Alors, boire son urine pour plus d'un, ça serait plutôt un côté aversion. Rien que l'odeur, des fois, ça donne envie de vomir. Il est vu que dans la médecine ayurvédique, en même temps chinoise, il y a depuis des millénaires, l'urine est utilisée d'une façon spontanée, d'une façon chamanique depuis très longtemps, et qui en été fait de ses vertus beaucoup de remèdes pour beaucoup de problèmes, un remède pour beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que c'est l'urine? L'urine, c'est une façon de voir, c'est du sang filtré. Ce sang filtré, il va permettre de trouver une régulation au niveau interne. Vous transmettrez en lien sous la vidéo le livre qui s'appelle La boucle d'or, qui est un superbe ouvrage qui décrit dans différentes cultures l'utilisation de l'urinothérapie, qui s'appelle Amaroli d'une façon ayurvédique, qui s'appelle Shimbamvu au niveau du Tibet, et que l'urine, qui est vue comme un déchet non réutilisable qu'on excrète, est aussi un remède très puissant. Ce remède très puissant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une vision de voir que toutes nos hormones vont se retrouver dans le liquide, dans ce liquide, les excédents d'hormones, mais aussi certains déchets, vont se retrouver dans cette urine, et que notre corps est un laboratoire, un temple sacré, d'une vision orientale, et aussi un laboratoire qui va transformer les éléments, ces forces formes qui nous traversent, et aussi intégrer des informations à travers les éléments qu'on va manger au niveau physique, mais aussi les éléments au niveau subtil. Donc le fait de prendre ce sang filtré, de le réingurgiter, de boucler la boucle, de donner ces informations en excédent qu'on ressort, de les retraiter, de donner au corps cette possibilité de reprendre ces informations, et qu'il analyse lui-même ce que va faire un médecin indien ou un médecin chinois, c'est d'utiliser, de voir les urines comment elles sont, ou les matières
aussi fécales, comment elles sont, et d'en faire une prescription par rapport au résultat des selles et des urines. Et en fait, de boire son urine, ça fera marcher son médecin intérieur. C'est une autre vision, c'est de la médecine. Nous avons le Bouddha de médecine dans le bouddhisme. Et il y a deux visions de se guérir. Il y a la médecine intérieure qui va permettre de s'auto-réguler en prenant conscience de ces éléments, de la gnose que je vous explique depuis tout à l'heure. Mais aussi cette médecine extérieure que les médecins vont être des formes d'alchimistes, vont utiliser les forces-formes avec des plantes, mais aussi avec, en médecine chinoise, l'acupuncture, ou des massages, c'est les 5 piliers de la médecine chinoise, aussi le Qigong. Tout ça, c'est des éléments, des outils qui sont utilisés dans la médecine chinoise. Comme dans la médecine ayurvédique, on utilise des outils. Il y a cette vision de médecine interne, qu'en prenant conscience de cette science de l'âme, de cette gnose, nous pouvons être notre propre médecin, en faisant bien attention de ne pas le faire seul, mais de se faire accompagner par des maîtres dans la discipline, des maîtres spirituels, dans des enseignements spirituels, et aussi en parallèle d'un accompagnement d'un professionnel, parce que tout ce que je vous dis, faites très attention. Allez toujours voir un professionnel avant de faire les choses tout seul. Ça peut être dangereux. J'en ai fait l'expérience. J'étais à l'hôpital très jeune en faisant des expériences tout seul. Et puis après, j'ai été voir des enseignements et des enseignants spirituels et aussi différents enseignements qui étaient plus New Age. Et ça m'a permis de voir les deux différences. Et j'en ai fait une synthèse. Et cette synthèse, maintenant, dans un temple, avec d'autres personnes qui ont reçu des enseignements, des initiations, je donne moi-même des enseignements et je fais des soins dans ces deux cadres traditionnels. Voilà pour le premier remède qui est la maroli, Shimbandvu ou rhinothérapie, comme vous voulez souhaiter l'appeler. Le deuxième remède, c'est l'huile de sésame. Cet or liquide, comme l'urine qui est un or liquide, sans filtrer. Par contre, l'huile de sésame, c'est un remède extérieur, va permettre de faire des soins à l'intérieur. D'une façon ingérée, l'huile de sésame, d'une vision ayurvédique, est vue comme un élixir de vie, et cet élixir de vie, est, comme un or liquide, est utilisé dans l'alimentaire, dans une alimentation dite sattvique. Sattva, c'est quoi? C'est les principes de vie dans ce qu'on va faire, ce qu'on va vivre au niveau de l'alimentaire, au niveau des comportements de la vie de tous les jours, une vie sattvique, qui est l'inverse d'une vie plus des gunas tamas. Une vie tamasique, c'est plutôt lourd, c'est manger une mauvaise alimentation, comme du fast-food, regarder des choses violentes télévisuelles, ne pas s'informer, vivre sous les effets des éléments sans en prendre conscience. Ça, c'est une vie plus tamasique, c'est de l'inertie. Et puis à l'inverse, entre deux, nous avons Rajas, c'est l'élément feu, un peu plus explosif. Et au plus subtil, nous avons Sattva. Donc l'huile de sésame peut être utilisée dans une pratique qui s'appelle gandouche, c'est-à-dire prendre l'huile de sésame dans sa bouche et faire un bain de bouche comme ça pendant au moins 2 minutes, 3 minutes dans la bouche comme ça. Ça va drainer tous les déchets qu'il y a dans la lymphe, dans l'aspect lymphatique qui ressort par la bouche, quand on crache le matin, noir des fois, surtout pour les fumeurs, c'est la lymphe qui passe comme ça, qui sort par la muqueuse. Donc faire un bain comme ça d'huile de gandouche dans la bouche permet de capter avec les cellules de l'huile tout ce qu'on a comme ça de toxines, de déchets dans le corps. Et puis il y a d'autres façons de l'utiliser, que ce soit dans l'alimentaire, froid dans des salades, dans des préparations de sauces, ou aussi dans la cuisson, à voir qu'on utilise plus le ghee dans la cuisson parce qu'à la chaleur, l'huile est dénaturée, que le ghee, lui, il brûle pas en dessous de 200 degrés. Donc je vous préconise plus le ghee si vous l'utilisez en cuisine, pour le brûler en tout cas. Et l'huile de sésame, vous pouvez l'utiliser aussi en massage. Alors c'est ce que j'utilise de préférence. L'huile de sésame, elle sera prise bio, en première pression à froid, qui donne toutes ses qualités.
Et l'avantage qu'a la cellule d'huile de sésame, c'est d'encapsuler, de nettoyer les cellules dans le cœur de la cellule et d'encapsuler tous les déchets pour les extraire et les retirer du corps. Donc vous pouvez utiliser en massage, moi j'utilise pour les soins de massage des mains, ça travaille au niveau du cœur, tous les massages au niveau des mains. Et puis aussi gants douche. Et puis pour la peau, faire tout un nettoyage de la peau en faisant un automassage sur tout le corps, que je vous ai proposé comme dans la vidéo du Douyin, où vous voyez l'automassage d'une vision japonaise. Et vous pouvez pratiquer cet automassage avec l'huile de sésame chaude. C'est ce qui est fait par exemple dans Abhyanga ou Shirodhara, c'est des massages traditionnels ayurvédiques. C'est utiliser de l'huile de sésame pour faire le soin. Donc voilà les 2 premiers remèdes, Amaroli, huile de sésame et le troisième remède. Le troisième remède, c'est Surya Yoga. Qu'est-ce que Surya? Surya représente l'élément feu solaire et yoga, le yoga se relier à Dieu par le Deva de l'élément feu solaire. Donc Surya Yoga, il y a différentes pratiques qui sont faites. Il y a l'art de faire des cérémonies le matin, le soir, au lever du coup et au coucher du soleil. Vous en ai proposé une vidéo sur la chaîne du temple. Donc c'était le matin Agnihotra, qui est faite aussi le soir au coucher. Et puis dans la journée avec un mantra qui est récité. Donc ça c'est une pratique pour se relier au Deva solaire. Dans différentes traditions ancestrales, nous avons des rites qui sont faits par rapport au feu solaire, le feu solaire qui ramène au feu sacré, au feu du sacré, que cet élément feu qui est au plus subtil ramène au feu de la création, de l'élément primordial qui a impulsé la vie, et de calmer le feu de l'élément plus matériel, parce qu'il y a un feu matériel, et d'ailleurs ce feu de la terre au centre, qui est du magma en fusion, est plus un lieu où on retrouve des éléments psychiques tels que dans l'islam on appelle les djinns, les mauvais génies, ce qui peuvent nous donner un instant de génie comme ça, mais qui n'est pas forcément des idées qui vont nous permettre de trouver de la paix, mais qui vont donner des technologies à l'humanité pour mieux l'aider à s'autodétruire. Et ça, c'est des djinns qui sont dans l'élément feu, qu'on retrouve d'ailleurs dans le désert, du côté de l'Arabie, et qu'on retrouve aussi dans toutes nos technologies. Nos technologies sont utilisées sur le feu électrique, et ce feu électrique, si on ne le maîtrise pas, quand il rentre en nous avec des molécules, des particules par exemple, on entend beaucoup actuellement les particules de graphène, tout cet électromagnétisme, cette électricité statique qu'il y a dans l'air avec les technologies, c'est un feu qui est une autoroute pour les formes démoniaques, ou qui active en fait ces formes démoniaques en nous qu'on a déjà, parce que nous sommes tous un peu possédés, il n'y a aucun saint réel 24 heures sur 24 sur Terre, on vit des moments saints, mais c'est l'air du temps, nous sommes tous un peu pris par les éléments du chaos. Et c'est de là qu'on doit mettre l'ordos avec les pratiques. Donc le Surya Yoga, je vous ai parlé d'Agnihotra, et la deuxième pratique, là, je vais vous en parler un peu plus longtemps sur comment la faire et la mettre en place. Cette deuxième pratique du Surya Yoga, c'est une pratique qu'on appelle aussi le sun gazing. J'ai eu une formation lorsque j'étais en stage pour vivre une ascèse forte, à vivre sans manger. C'est-à-dire je faisais au moins depuis 2011 à 2013, 2014, j'ai fait une transformation de mes rythmes alimentaires. Et de cette ascèse, je suis arrivé à manger une alimentation omnivore, à fumer de temps en temps, à ne plus fumer, voire végétarien à végétalien, et à boire que des jus, manger que des fruits secs, et même à vivre une ascèse, un jeûne qui était plus d'une alimentation plus spirituelle, qu'on appelle un processus pranique. Il y a eu des stages à une époque, après la sortie d'un film qui s'appelait Lumière, et ça fait partie de mon chemin. Alors il y a différents New Age, des stages qui se sont formés autour de cette vision traditionnelle des Jains de l'Inde, et malheureusement qui emmenaient des personnes à leur perte.
qui ont été pas bien encadrés, qui ont fait des expériences tout seuls et qui se sont mis dans des ascèses fortes, très fortes, violentes, alors que normalement c'est pas donné, c'est pas le corps à tout le monde qui peut vivre ces ascèses. Sébastien vous en parlera très bien. Sébastien est un spécialiste du jeûne et donne des stages, fait des stages et accompagne très bien sur ce domaine-là. La transformation des rythmes alimentaires et comment arriver au jeûne par la naturopathie, hein, c'est ce qu'il a étudié. C'est ce que j'ai étudié aussi, et puis j'ai décidé d'aller plus loin dans la compréhension de cette alimentation par la grâce qui nous traverse tous, qu'on appelle le prana en Inde, une forme intelligente, qu'on appelle le chi, hein, le chi, Sébastien vous en parle aussi, hein, sur les polarités du chi en yin et en yang. On appelle Inda et Pingala, les deux courants énergétiques dans la vision ayurvédique, qui nous traversent, le féminin et le masculin, hein, ces deux polarités de force-forme, et qu'il est possible, à un certain niveau d'ascèse, qui est normalement réservé à la prêtrise, ou dans les vies de yogis en retrait de la société, de se nourrir de ces directement à la source qui constitue la matière et de maîtriser ces éléments par des pratiques d'alchimie interne dans la vision taoïste ou dans la vision du yoga indien, hein, et d'en retirer une quintessence qu'on appelle à faire éveiller le soma, hein, pas le soma qui abrutit les gens dans l'histoire de je crois que c'est 1984, hein, si je me trompe peut-être, enfin bon, ou le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Il y a ce soma qui est vu dans l'histoire de science-fiction, qui a abruti les gens, mais c'est tiré d'un terme indien que le soma est une liqueur divine qui descend en nous quand nous sommes au plus juste de notre pratique spirituelle dans une voie d'éveil, de réalisation, et que ce soma peut apparaître lors de ces pratiques, hein, dont je vais vous parler, qui est dans le Surya Yoga, de se connecter au Deva le plus lumineux, le Deva solaire. Et pour ça, je vais vous donner maintenant quelques éléments qui vont vous permettre de vous mettre en condition pour réaliser cette pratique. Donc le Surya Yoga, je vais parler d'Agnihotra, la cérémonie du feu à l'extérieur. Vous pouvez animer ce feu à l'intérieur. Ce feu, il se fera en connexion au lever, au coucher du soleil. C'est un moment d'interface où l'atmosphère est très particulière, où les enfants et les personnes âgées souvent pètent les plombs, les chiens se mettent à hurler, à aboyer, vous remarquerez, peut-être que vous n'en avez pas vu, vous n'avez pas eu conscience, mais souvent entre le coucher et le lever du soleil, hein, à l'aurore et au crépuscule, il se passe un moment particulier. Donc vous pouvez regarder le soleil qui se lève, hein, et de le regarder droit dans les yeux et de vous connecter à l'être solaire, au Deva. Ça, vous faites une ouverture de cœur, hein, vous mettez la main sur le cœur et vous regardez le soleil se lever jusqu'à au moins 30 secondes à 1 minute pour éviter de se brûler la rétine. Et petit à petit, de jour en jour, vous allez regarder, laisser rentrer cette présence solaire en vous, hein, et même on peut marcher les pieds nus après dans l'air pour bien l'intégrer au niveau des pieds, dans la terre, hein, de faire descendre comme ça au plus bas de son être, pour éviter que ça reste bloqué dans le psychisme ou dans le cœur. Parce que ça peut faire augmenter l'énergie au niveau cérébral, ce qui n'est pas très bon. Hein, ça peut rendre fou de trop réfléchir, hein, surtout si on met trop d'énergie, trop de présence spirituelle au niveau de la tête. Et dans le cœur, pareil, on peut vivre après des crises d'angoisse au niveau métaphysique. Donc c'est pour ça, bien redescendre cette présence qu'on peut faire rentrer en soi dans le regard au lever et au coucher du soleil. Ça va ouvrir le cœur, ça nettoie au niveau psychique, métaphysique, ça crée un balayage au niveau des résidus. Hein, quand on a une vie tamasque, on a des résidus comme ça psychiques ou physiques dans le corps, ça va faire un nettoyage. On peut avoir des réactions, hein, de détoxification forte. On peut aussi avoir des éveils comme une pratique du phosphénisme, c'est-à-dire quand on ferme les yeux, une persistance rétinienne, comme ça, une lumière qui flash dans les yeux, qui peut alimenter et venir un peu travailler sur la glande pituitaire et pinéale, hein, de faire entrer comme ça la présence lumineuse au niveau de ces deux glandes. Ça peut activer les rêves, ça peut aussi créer plus de joie dans sa vie, hein. C'est le but, c'est se connecter au Deva solaire, allumer le feu sacré à l'intérieur.
Et ce feu sacré va alimenter, va éclaircir toute ombre, dégager toute impureté au niveau psychique et au niveau physique à force de pratiquer. Et peut même arriver petit à petit à avoir peut-être moins souvent des éléments physiques et se nourrir d'une façon plus subtile. Là après nous donnons des enseignements ici au temple, c'est pour ça avant de faire des ascèses fortes, faites-vous accompagner, déjà faites un diagnostic de votre corps, d'une vision ayurvédique ou médecine chinoise, pour voir si vous avez un corps qui est prêt à vivre certains enseignements poussés dans les ascèses, ou si vous avez besoin de vous renforcer et de recevoir un enseignement avant pour vous renforcer, d'aller à des hauts niveaux de pratique. Pour aujourd'hui, nous avons fait le tour de ces 3 remèdes, de cette vision dans les 2 formes de médecine traditionnelle ancestrale, que ici est pratiquée dans la voie des ancêtres une médecine sacrée, la médecina sagrada, qui est vue comme les bases d'une médecine traditionnelle ancestrale de la vision extrême orientale et orientale de la médecine chinoise et ayurvédique, qui avait les indios comme ça dans la jungle, et il y avait aussi les temples avec les enseignements des rishis, c'est-à-dire des siddhas, les maîtres spirituels qui donnaient les enseignements de la gnose. Et les deux sont en lien dans ces médecines ancestrales, que ce soit chinoises ou ayurvédiques. Et c'est pour ça que ici nous mettons en lien avec les indios, les Patachouans, qui ont cette connaissance des plantes ici locales, qui savent comment organiser d'une façon traditionnelle la prise de ces plantes par rapport à la posologie, leur connexion avec les esprits de la nature, leurs guides, esprits guides alliés, c'est une vision du chamanisme, pour réveiller ce médecin à l'intérieur d'eux-mêmes, car nous sommes tous différents et nous avons tous besoin d'un traitement différent. Et seul un sage peut donner un bon traitement au fil du temps pour emmener une personne à l'état d'éveil. Et sinon, la médecine se réfère qu'au plan matériel. Et ce qui fait que ce qui est causal, ce qui crée les problèmes dans la vie de tous les jours au niveau de la maladie, n'est pas forcément réglé. Et c'est ce qui va être aidé à être réglé au travers de ces 3 remèdes, de trouver plus de clarté pour réveiller ce gourou intérieur, ce maître intérieur, en ayant un accompagnement d'un bon guide, un sage extérieur que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Voilà les amis pour aujourd'hui, merci pour l'écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez faire un commentaire en dessous. Vous pouvez aussi dire un j'aime ou j'aime pas, c'est à vous de voir. Et puis vous pouvez aller aussi sur ma chaîne, que je vais mettre le lien, c'est Art du Soin, c'est toutes les vidéos que j'ai fait sur la chaîne du Temple sont transférées sur la chaîne de Art du Soin. Et vous pouvez mettre un j'aime, donc vous inscrire sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Olá, Tese, Aranava.